tous. Donc merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir pour notre première conférence de l'année, mis à part celles qui ont eu lieu il y a quelques semaines, enfin quelques jours, ou alors hier soir qui était organisée avec l'administration d'HEC. Donc déjà, merci à Monsieur Boniface d'être venu, d'avoir pris le temps de venir jusqu'à HEC ce soir en cette rentrée chargée, comme vous me l'avez dit. Merci également à nos sponsors qui sont Mazars, le Figaro Économie et le Journal des Grandes Écoles, qui nous permettent de financer nos conférences, les taxis, le buffet aussi qui aura lieu après la conférence. Et le cachet aussi Pas encore. On peut en parler après si vous voulez, mais... Et donc oui, il y aura un buffet après la conférence qui sera ouvert par Monsieur Boniface. Vous aurez l'occasion de prendre un verre de façon un peu moins formelle avec lui. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Antoine, qui va dresser le portrait de Jean-Paul Agbon et... de Pascal Boniface. Et donc j'espère qu'il va bien vous introduire. Bonne conférence. Bonsoir Monsieur Boniface. Alors nos conférences ont pour habitude de débuter par une brève présentation de l'invité, mais vous résumez est assez compliqué. Des relations politiques, des relations internationales à la politique, en passant par le droit et le sport, peu de domaines vous échappent. Bref, par où commencer? Né le 25 février 1956 à Paris, vous passez votre enfance à Mantes-la-Jolie, puis revenez à Paris pour étudier à l'université Paris 13 avant d'intégrer Sciences Po Paris. Vous obtenez votre diplôme d'études approfondies en sciences politiques et devenez docteur d'État en droit public. Vous ne quittez pas pour autant les universités puisque vous enseignez à Sciences Po Paris et Sciences Po Lille, ainsi qu'aux universités Paris 13 et Paris 8 en tant que spécialiste des relations internationales et de la géopolitique. Vous vous engagez aussi en politique. Vous adhérez d'abord au Parti socialiste unifié avant de rejoindre le Parti socialiste en 1980. Vous travaillez alors auprès du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée nationale, puis devenez conseiller dans les cabinets ministériels de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Défense, et de Pierre Jox, à l'Intérieur et à la Défense. En parallèle, vous fondez et dirigez depuis 1990 l'Institut des Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, un institut qui s'est imposé aujourd'hui comme l'un des principaux centres français de recherche dans ce domaine. Mais cela ne semble pas vous suffire, car vous vous êtes investi en même temps dans de nombreux comités nationaux comme internationaux, à l'instar de votre rôle au Conseil consultatif pour les questions de désarmement à l'ONU. Un tel emploi du temps ferait déjà pâlir n'importe quel étudiant d'HEC et ses 12 heures de cours hebdomadaires. Pour autant, vous réussissez à trouver le temps que nous passons au bar de l'école pour diriger 2 revues et être éditorialiste pour des quotidiens français, espagnols, tunisiens et même émiratis. Vous aimez le sport aussi, au point d'en faire une géopolitique. Jamais à court d'idées, vous tenez un blog et intervenez dans les médias, notamment sur France 5, dans l'émission C'est dans l'air. Vous vivez avec votre temps, puisque vous êtes aussi l'un des géopolitologues les plus suivis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, que vous maîtrisez comme votre poche. 86 000 abonnés et des sondages réguliers pour rester au plus près de votre communauté. Toutes les qualités d'un bon community manager. Vous êtes aussi YouTuber, à travers votre chaîne YouTube, Comprendre le monde. Alors, comment vous résumer? Un esprit libre, sans doute, qui n'hésite pas à critiquer des polémistes médiatiques que vous accusez de manipuler l'opinion par des raisonnements simplistes. Vous chérissez les intellectuels intègres qui sont, je vous cite, réellement dévoués à l'intérêt commun, qui ont une vraie œuvre, qui peuvent aller contre le sens des vents dominants. Mais Monsieur Boniface, vous êtes ici à HEC, dans l'antre de la bien-pensance et des vents dominants, alors pourquoi avez-vous accepté de venir? Bonsoir, pas du tout par esprit de contradiction, parce que je connais un peu le public des écoles de commerce, et je sais qu'il y a quand même une très grande diversité parmi votre public, et je dirais que d'ailleurs, si vous l'avez invité, c'est en connaissance de cause. Donc si vous voulez quelqu'un de bien pensant, vous aurez trouvé quelqu'un d'autre. Donc le fait même de m'inviter prouve que vous avez un horizon assez élargi, que vous n'avez pas peur du poil à gratter, et que vous êtes ouvert. Et moi aussi, et je pense que parmi tous les gens qui sont là, il y a certainement la plus grande diversité d'opinions, sur les sujets les plus divers.
Et moi, c'est toujours un plaisir de venir dans les différentes écoles de commerce, IEP ou universités, parce que c'est quand même mon public traditionnel et ça change d'avoir un public autre que ses propres étudiants. Les étudiants qu'on a, on n'a forcément pas les mêmes rapports parce qu'on les voit plus souvent et en même temps on les note. Donc la relation n'est pas tout à fait la même. On a toujours des relations, je dirais, plus réelles et plus sincères avec les anciens étudiants qu'avec les étudiants que l'on a et auxquels on délivre ou non un diplôme en fin d'année. Là, en fait, vous n'avez rien à craindre de moi, je ne vais pas vous noter, donc vous êtes libre de partir ou pas, et l'échange sera forcément plus sincère et puis assez ouvert. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Je suis encore pas reparti couvert de goudron et de plumes, donc je continue à faire ce type d'exercice. Oui, normalement, ça va bien se passer. Bonsoir Monsieur Boniface. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'au campus de Jouy-en-Josas. On sait que c'est pas facile, qu'il y en a qui font les trajets quotidiennement, bon pas beaucoup. Donc on va partir sur une conférence de 50-55 minutes où on terminera par 15-20 minutes de questions. Est-ce que ça vous convient? Bon, d'accord. Il est un peu tard pour refuser maintenant. Le taxi est prévu pour plus tard. De toute façon, je suis bloqué là. Alors allons-y. Donc, une des principales choses que vous avez fait depuis les années 1990 est de créer l'IRIS, cet institut qui est reconnu et qui a gagné énormément en reconnaissance ces dernières années. Beaucoup d'entre nous ont fait une prépa ECS, donc beaucoup d'entre nous ont des livres de vous sur notre étagère, des livres de l'IRIS aussi. On voulait savoir quelle a été votre principale motivation pour créer l'IRIS. Quels sont les objectifs de ce think tank, finalement, qu'on ne connaît pas forcément si bien, alors qu'on a si entendu parler de lui? D'accord. Bah, en fait, souvent, ceux qui veulent vous emmerder vous rendent service. Et l'IRIS, c'est pour reprendre l'expression de mon ami Pape Diouf, lorsqu'il était le seul président noir d'un club européen de football, il se présentait lui-même comme une anomalie sympathique. Et l'IRIS est aussi une anomalie sympathique parce qu'on ne devrait pas être là. J'ai créé l'IRIS au départ parce que j'avais fait l'année stratégique en 85 et 87 sous les auspices de la Fondation pour les études de défense nationale, qui était dirigée à partir de 86 par l'amiral Lacoste. L'amiral Lacoste, qui était à l'époque l'ancien patron des services français, qui s'était illustré pour avoir coulé le Rainbow Warrior et qui du coup avait été écarté. Et comme j'étais proche d'Ernu à l'époque, il avait dit on arrête l'année stratégique. Et je m'étais dit bon, c'est vraiment n'importe quoi. Un jour, je créerai un centre où je pourrai reprendre l'année stratégique. Et quand j'ai quitté le cabinet de Jean-Pierre Chevènement fin 89, j'ai créé l'année stratégique. Le chef de cab qui m'aimait bien m'a filé une subvention de 20 000 balles, donc 3 000 €, et j'ai refait l'année stratégique. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est un peu développé. On a étendu les activités. À un moment donné, les gens à l'université m'emmerdaient tellement, puisque dès qu'on proposait, pour vous donner juste un exemple, j'étais nommé à Lille et je propose, après 2002, qu'Hubert Védrine devienne prof associé, soit nommé prof associé. La réaction des gens, c'est de dire, mais non, il est plus connu que toi. Je dis, mais j'en ai rien à faire. Au contraire, on est amis depuis longtemps, on fera des choses. Et donc, en fait, il y avait toujours des blocages universités parce que très souvent, à l'université, le principe, c'est que le clou qui dépasse s'appelle le marteau. Et donc, dès que je voulais faire un diplôme, on me disait, bah non, c'est pas possible, il y a ci, il y a ça. Donc, je me suis dit un peu après que je ferais un diplôme à l'IRIS qui ne tienne pas compte de celui qui est ici depuis 30 ans, mais qui répète toujours un peu la même chose, etc. Et donc, cette école qui, au départ, a une promotion de 15 étudiants en 2004, a maintenant 450 étudiants et est aussi un moteur de l'IRIS. Donc, en fait, c'est un peu pour répondre à la diversité, mais avant tout, j'ai créé l'IRIS pour être libre. Pour être libre, pour ne pas qu'on me dise « Ah non, n'écris pas ça parce que tu comprends ». En 95, par exemple, il y a eu à la fois une proposition de Chirac de réintégrer l'OTAN et une décision de reprendre les essais nucléaires. Eh bien, moi, j'ai fait des articles contre parce que j'étais contre. Mais dans tous les autres think tanks, qui disaient rien. Parce que, attention, subvention, attention, etc. Et puis, il ne m'a rien arrivé de malheureux. Donc, voilà, j'ai fait l'IRIS, en fait, pour être libre. Et mon grand plaisir, c'est que je suis. Et par exemple, je pense que si je n'avais pas créé l'IRIS et que si j'étais resté dans un autre think tank, on m'aurait dit, mais
nous emmerde pas à vouloir faire de la géopolitique du sport, c'est pas sérieux, etc. Et donc j'aurais été obligé de me soumettre, de me démettre. Donc là, à l'IRIS, au moins, je peux faire tout ça. Et par ailleurs, il y a maintenant 35 personnes permanentes. C'est une équipe très sympa. Normalement, je les ai choisis moi-même, donc c'est plutôt sympa. Et il y a une ambiance très conviviale, donc c'est vraiment un bonheur de diriger ça. Je dirais que c'est plus facile de diriger l'IRIS maintenant qu'il y a 35 collaborateurs que quand on n'était que 6 ou 8. Parce que là, j'étais sur le pont tout le temps. Maintenant, je peux faire ce que je préfère le plus, c'est déléguer. Et comme ça me permet de bagnauder, quoi. Merci. Et qu'en est-il donc, selon vous, la création de l'IRIS a été poussée par un désir d'indépendance, de liberté par rapport aux autres think tanks. Et qu'en est-il de la qualité des études publiées par l'IRIS quant aux autres études qu'on peut avoir aujourd'hui, qui sont publiées par les autres think tanks dans une ère où l'information n'est pas forcément validée comme elle l'était l'autre fois? Là, je suis mal placé pour en parler parce que je suis jugé parti. Moi, je vais vous dire forcément, la qualité est bonne, mais bon, je ne serais pas très crédible si je dis. Mais en tous les cas, la qualité est bonne puisque on est sans cesse, on gagne sans cesse des appels d'offres. Les gens ne s'arrachent pas les cheveux quand ils lisent nos études et que le niveau de visibilité et d'attractivité monte toujours. Quand vous êtes régulièrement invité à l'étranger dans des circuits les plus divers, c'est que ce que vous dites n'est pas tout à fait insensé ni idiot. Et donc voilà, il y a grosso modo, il y a 4 grands think tanks en France sur les questions stratégiques. Il y a l'IFRI, qui a l'antériorité qui est beaucoup plus important en taille et en antériorité. Il y a le CERI qui est lié à Sciences Po et la FRS qui est, disons, plus étroitement liée au milieu de la défense. Et donc ces 4 centres, on a plutôt des relations cordial entre nous. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'en fait, dans des temps plus lointains, quand l'IRIS est apparu, je veux dire, quand vous avez un monopole, vous n'aimez pas qu'un freerider débarque sur votre plate-bande, donc je n'ai pas toujours été bien reçu, mais maintenant c'est du passé, les acteurs ont changé, et avec Thomas Gomard, par exemple, qui dirige l'IFRI, on a vraiment d'excellentes relations, aussi avec les gens du CERI, ainsi que Xavier Pasco, qui dirige la FRS. Voilà, on fait le même métier, on a des spécialités différentes, des points de force différentes, et en même temps, on se consulte, on échange. Des fois, on se retrouve à l'étranger, et c'est vrai que quand on est à l'étranger, dans un colloque, on a plus de temps de se parler que quand on est en France, où chacun repart aussitôt que prévu. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de think tank sur les questions stratégiques en France, il n'y en a plutôt pas assez quand on compare avec les pays étrangers. Et donc, ces 4-là existent, et ils ont des bonnes relations. Et bon, il y a des fois des choses qui sont moins bonnes et on peut être en désaccord aussi. Et ça, c'est le débat public, c'est le débat idéologique. Il est très sain, il est très bon et il faut supporter la contradiction. Mais grosso modo, si on survit après ces années, c'est pas sans raison et qu'il faut voir aussi dans le temps. Qu'est-ce qui dure? Parce que des centres qui ont été créés à grand renfort depuis ici, j'en ai vu défiler pas mal. Et puis, y compris d'ailleurs, des trucs où c'est juste une étiquette sur une boîte aux lettres, où c'est connu que de la grand-mère du mec qui l'a fondé. Mais quand vous êtes assez nombreux et que ça dure depuis assez longtemps, c'est qu'il y a quand même nécessairement du fond derrière, quoi. Mais qu'est-ce qui fait en fait que cette information est bonne? C'est-à-dire, quelles sont les méthodes, même si vous n'allez peut-être pas nous révéler la recette secrète de l'IRIS, quelles sont les méthodes aujourd'hui pour un think tank pour publier des informations En fait, il n'y a pas de méthode en tant que telle. Chaque chercheur, moi, des fois, on me dit quel est l'avis de l'IRIS sur tel sujet. Je dis, je ne sais pas, je n'ai jamais dîné avec l'IRIS et je peux dire quelle est ma position, quelle est la position de tel ou tel chercheur, mais il n'y a pas de position officielle de l'IRIS. Et là, d'ailleurs, récemment, pour donner un exemple, on a reçu une délégation de l'équivalent du comité économique et social russe. On a eu une séance de travail, c'était intéressant. Après, ils ont voulu se lancer avec nous dans une méthode où on aurait pris position commune. Je me suis retiré tout de suite, parce qu'on n'a pas, l'IRIS n'a pas de position. Moi, j'ai mes positions, et d'autres en ont d'autres, on n'a pas de position. Comment on travaille? Bon, moi, j'ai maintenant un rôle de formation des chercheurs. On a 2 types de chercheurs. Des chercheurs un peu anciens, qui soit ont été diplomates, soit dans l'armée, et qui viennent une fois qu'ils ont arrêté leur carrière pour continuer à avoir une activité intellectuelle avec nous, mais ce sont plutôt des jeunes chercheurs qui démarrent, et une partie de mon boulot consiste à accélérer leur formation, à leur donner des conseils, etc.
mais en même temps, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Comment on fait pour faire un travail? Je pense qu'une étude, elle est réussie si elle n'est pas faite par une seule personne. Si c'est un travail collectif où chacun apporte sa patte, mais en même temps, il faut qu'il y ait un pilote. Donc il ne faut pas que ça soit un truc qui soit fait par 10 personnes, sinon on passe plus de temps à coopérer qu'à travailler. Donc la bonne méthode pour une étude, c'est un pilote et qui fait appel aux différents talents qu'il a autour de lui dans un centre. Ensuite, comment un chercheur travaille? L'avantage et l'inconvénient du métier de chercheur, c'est qu'en fait, on n'a jamais terminé. On n'a jamais terminé, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et le domaine des connaissances est tellement élevé que, bon, en même temps, si par exemple, je me dis souvent, demain je gagne au loto, ou grâce aux faramineux filles que je vais recevoir en partant, j'arrête de travailler, qu'est-ce que je fais? En fait, la même chose que ce que je fais. C'est-à-dire que je voyage, j'écris des bouquins, je fais des conférences et je participe à des colloques. Donc, si demain je deviens millionnaire, je fais exactement la même chose que ce que je fais maintenant. Et donc, comment on travaille, comment on fait pour... C'est le grand avantage du métier de chercheur. Et comment on fait pour ça? L'information, elle est maintenant... Le problème maintenant de l'information, quand j'ai commencé ma carrière, plus qu'au siècle dernier, c'était difficile de rechercher l'information, de trouver l'information. C'est un temps que vous ne pouvez pas imaginer. Avant Internet, si vous vouliez un bouquin, il fallait aller voir l'appariteur de la bibliothèque, grincheux, parce que tout le monde l'emmerde, et on remplissait des fiches, et on attendait 3/4 d'heure pour avoir 3 bouquins, sachant qu'on avait 15 jours pour les lire et les rendre, et qu'au bout de 15 jours, on avait un nouveau droit de tirage, etc. Si je devais échanger avec un collègue américain, je ne lui téléphonais pas. C'était trop cher. Donc, je lui écrivais, et la lettre, c'était pas par avion. Et donc, si je voulais avoir un bouquin de là-bas, j'attendais 6 semaines. Bon. Aujourd'hui, l'information, elle est foisonnante. Par contre, il faut la sélectionner. Il faut la mettre en perspective. Moi, je trouve, et c'est certainement le cas de votre génération, si je vois avec la génération que je connais bien, mes étudiants, aussi bien d'ailleurs à Paris 8 qu'à l'IRIS, et c'est deux publics différents. Paris 8, université publique qui n'est pas dans les plus richement dotés, qui est une université populaire, qui sert d'ascenseur social, et l'IRIS, qui est une fac privée où c'est moins cher qu'à HEC, mais c'est pas non plus donné. Grosso modo, les étudiants ont les mêmes façons d'apprendre. Et donc, moi, mon rôle par rapport à eux, c'est de les mettre en garde contre la réactivité et de faire attention toujours à la mise en perspective au temps long, parce que je trouve que votre génération est plus informée que n'était la mienne. Vous avez accès à beaucoup plus d'informations, mais le piège dans lequel vous pouvez éventuellement tomber, c'est de prendre l'immédiateté, l'information immédiate, et ne pas remettre cela. Là, on apprend par exemple qu'il y a peut-être l'Iran qui est derrière les bombardements d'installations pétrolières saoudiennes. Si on sait ça, on sait que l'essence va augmenter. Mais si on ne connaît pas sur le long terme la relation bilatérale Iran-États-Unis, et pas depuis 1979, mais depuis au moins Mossadegh. Si on ne connaît pas la rivalité saoudo-iranienne, les liens, le pacte du Quincy, les liens entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, on ne comprend pas. Donc en fait, des fois, il y a une sorte de carpet bombing de l'information qui peut empêcher de comprendre. Et il ne faut pas seulement apprendre, il ne faut pas seulement connaître, il faut surtout comprendre. Et ça demande effectivement un peu plus de réflexion, un peu plus de recul. Et là, ce dont je vous mets en garde, votre génération, c'est de ne pas prendre ce recul parce que, le premier, on est tout de suite à répondre aux mails immédiatement. Il faut faire attention à avoir des temps de respiration où on peut réfléchir, où on n'a rien à faire. Et c'est pour ça que le voyage est bien, parce que quand vous voyagez, vous avez plein de temps à perdre et que vous pouvez utiliser pour cela, justement. L'exemple que vous venez de citer, il est intéressant parce qu'il y a un sujet qu'on voulait aborder. C'était le fait qu'aujourd'hui, le conflit a changé de dimension, dans le sens où on parle aujourd'hui du bombardement d'installations pétrolières en Arabie Saoudite, peut-être par l'Iran, et ce serait l'ensemble du monde qui serait impacté de par les prix du pétrole, par beaucoup de choses. Il y aurait énormément d'enjeux géopolitiques qui rentrent en compte, etc. Est-ce que vous pensez que la mondialisation, qu'on évoquait aussi par la mondialisation de l'information, elle a modifié le conflit, elle l'a globalisé, et en même temps, est-ce qu'elle a créé des conflits qui ne sont pas forcément de la même taille, qui ne sont pas forcément de la même intensité, mais qui ont parfois plus d'impact
que précédemment. Bah oui, effectivement, si je prends un exemple sur la Syrie dans les années 80, le père de Bachar, Hafez el-Assad, a alors, tué moins largement, mais il a tué en une nuit 40 000 c'était des membres des frères musulmans, des opposants, il les a tués en une nuit 40 000. On l'a su plusieurs mois plus tard. Et ça n'a créé aucune réaction. Il n'y a aucun Syrien qui a cherché à quitter la Syrie. Aujourd'hui, quand il y a une guerre en Syrie, vous avez tout de suite l'information, des flots de réfugiés, des conséquences. Effectivement, il y a beaucoup plus d'interactions. Un conflit n'est pas isolé dans une bulle sans interaction avec le reste du monde. Alors, il y a plus d'interactions quand c'est au Proche-Orient, à côté de chez nous, que quand c'est au Venezuela. Mais nous, on n'a pas tellement de répercussions de la crise au Venezuela, mais tous les voisins en ont immédiatement. Il y a quand même entre 10 et 15% de la population du Venezuela qui a fui le Venezuela. Un réfugié, quel qu'il soit, il a toujours un téléphone portable avec lui. Parce que c'est une façon de savoir où il va, d'avoir les informations. Donc on a une plus grande connaissance de ce qui se passe à l'extérieur, plus de facilité aussi à y aller, malgré les visas, malgré les barrières, etc. Et donc effectivement, il y a beaucoup plus d'interrelations entre les conflits. En même temps, du temps de la guerre froide, il y avait aussi l'autre interrelation. Parce que des rizières indo-chinoises à la Sierra Maestra, tout était ramené soit à Washington, soit à Moscou. C'était une autre interrelation. Et là, on peut dire que c'est une interrelation qui partait du centre pour aller à la base, qui était du haut en bas, alors que là, c'est plutôt l'inverse. S'il y a un conflit en bas, il peut avoir des répercussions sur le haut et surtout sur les côtés. Et donc, selon vous, qu'en est-il de la notion d'ennemi qui a dû quand même beaucoup changer dans les conflits depuis 1991 ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler d'ennemis dans cette mondialisation des conflits où les conflits sont plus interconnectés, comme vous le dites ? Est-ce qu'il y a encore... est-ce que c'est l'État islamique ? Est-ce que le concept d'ennemi prévaut encore aujourd'hui ? Ça dépend pour qui, parce que même pendant la guerre froide, l'ennemi n'était pas le même pour les uns et pour les autres. Bon, disons que si on était au camp de l'Ouest, on avait l'ennemi du soviétique. Même pour De Gaulle, l'URSS n'était pas le même type d'ennemi qu'il l'était pour le Premier ministre britannique, par exemple, ou pour le président américain. Et pour Ceausescu, les pays de l'Ouest n'étaient pas le même type d'ennemi que pour les Tchécoslovaques. Donc il y avait toujours cela. Là, aujourd'hui, si vous demandez à Mohamed Ben Salman s'il a des ennemis, il va vous dire oui, il va vous dire lesquels. Et si vous demandez à Rouhani s'il a des ennemis, il va vous dire oui, il va vous dire lesquels. Mais tout le monde n'a pas les mêmes ennemis. Est-ce que l'État islamique est l'ennemi de tout le monde ? Oui, à peu près, parce que soit ce sont des régimes arabes apostats, soit ce sont des occidentaux déchaînés, etc. Mais ils ne s'attaquent pas de la même façon de tout le monde. Donc la notion, les conflits sont d'ailleurs pas plus nombreux qu'auparavant, ils sont même plutôt moins nombreux, ils sont plus visibles, on a plus d'informations sur eux. Et la notion d'ennemi, elle n'a pas varié. Et ennemi, celui qui en veut à vos intérêts, vos intérêts, on veut dire que c'est un rival, mais qui vous attaque physiquement, c'est un ennemi. Et tant qu'il y a des conflits, ça veut dire qu'il y a des ennemis qui n'ont pas été capables de transiger sur leur conflit ou de faire un compromis sur leur conflit. Mais il y a de nombreux ennemis pour les uns et pour les autres. Mais disons que l'ennemi pour Maduro n'est pas le même que pour Uribe ou pour le président colombien. Et si on prend le cas de l'Occident, par exemple, est-ce que, selon vous, il y aurait un ennemi unique aujourd'hui à l'Occident, comme on a pu avoir, comme on aurait pu penser au début des années 2000, comme on aurait pu penser pendant les années 80 ? Là, vous posez, c'est vraiment la thèse que j'ai voulu défendre dans l'avant-dernier bouquin que j'ai fait, Requiem pour le monde occidental. Moi, je ne crois plus au concept de monde occidental, qui était valable comme concept pendant la guerre froide, même si le fait de dire qu'il y avait d'un côté la liberté, de l'autre les barbares, quand on a soutenu Pinochet, Mobutu et l'apartheid en Afrique du Sud, ou un coup d'État en Indonésie qui a fait 500 000 morts, on ne peut pas dire qu'il y avait le bien absolu d'un côté et le mal absolu, l'empire du mal de l'autre, comme l'avait dit Reagan, mais aussi d'ailleurs Eisenhower. Aujourd'hui, pour moi, la politique en France, le clivage en politique étrangère, il n'est pas entre droite et gauche, mais il est entre gaulo-mitterrandistes et atlantistes occidentalistes. Les gaulo-mitterrandistes sont ceux, vous savez que Mitterrand avait beaucoup critiqué De Gaulle quand il était au pouvoir,
quand il a été élu président, il a repris la politique de Gaulle, il a même développé dissuasion nucléaire, indépendance, se tenir à l'écart des deux blocs et être, pour reprendre cette formule védrinienne, allié mais pas aligné sur les États-Unis. Et pouvoir reconnaître la Chine en 1964 contre l'avis des Américains et engager un dialogue avec l'URSS, là aussi, contre l'avis des Américains. Il a pu faire ça parce qu'il avait l'arme nucléaire et donc il ne dépendait pas de la protection nucléaire américaine. De Gaulle a été beaucoup critiqué par Mitterrand, qui lui a reproché la sortie de l'OTAN, qui lui a reproché la rupture avec Israël et qui lui a reproché de faire la bombe atomique. Ensuite, quand Mitterrand a été élu, il a dit la dissuasion, c'est moi. Il a été le premier président occidental à parler d'un État palestinien, mais devant la Knesset, pas devant la Ligue des États arabes, directement en Israël. Et il a dit que l'OTAN ne devait pas venir la Sainte Alliance, donc quelque chose de trop dominant. Aujourd'hui, vous avez effectivement ce qu'on appelle les occidentalistes, qui pensent que le monde occidental, dont les valeurs sont supérieures aux autres civilisations, est menacé alors par l'islamisme, mais aussi par la Russie, par la Chine. Et pour ceux qui suivent de près cela, dans son dernier discours devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a critiqué cette vision. Dans la campagne électorale, Emmanuel Macron s'est référé plutôt au gaullo-mitterrandisme qu'à l'atlantisme. Mais au Quai d'Orsay, il y a des gens qui freinent. Il y a des gens qui pensent qu'on ne doit pas avoir des relations avec la Russie tant qu'elle n'aura pas restitué la Crimée à l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire jamais, parce que jamais la Russie ne va restituer la Crimée à l'Ukraine. C'est une façon de bloquer la situation. Et dans la question gaulo-mitterrandiste, en fait, si vous posez la question, quel est le pays aujourd'hui qui menace le plus la souveraineté de la France? Certains vont dire que c'est la Russie parce qu'ils ont remis en cause l'intégrité territoriale en Europe. Parce qu'on a fait la même chose au Kosovo, mais c'est pas grave. D'autres vont dire que c'est la Chine parce qu'ils se développent économiquement, etc. Moi, je dis ce sont les États-Unis. Ce sont nos alliés, mais la Chine, ni la Russie, ni la Chine ne nous empêchent d'acheter du pétrole à l'Iran ou que Air France puisse opérer à l'Iran. Ni la Chine, ni la Russie n'ont condamné la BNP à 9 milliards d'euros d'amende pour avoir utilisé le dollar dans une transaction commerciale avec le Soudan. Et ces 9 milliards d'amende, c'était du temps d'Obama. C'était pas du temps de Trump, etc. Donc en fait, il y a un impérium américain qui est très net. Ce que je vous dis, c'est une thèse personnelle. Ce n'est pas la vie générale. On vous dirait peut-être des choses différentes dans d'autres think tanks. Et peut-être qu'à l'IRIS, il y a des gens qui vous diraient des choses différentes. Ça, c'est ma position à moi. Je pense qu'on est face à un défi de Trump et américain où notre souveraineté est plus mise en cause de par l'unitarisme américain, de par l'application extraterritoriale de la législation américaine, et qu'il faut réagir vis-à-vis de cela. Et que donc on est bien sûr, je préférais vivre aux États-Unis qu'en Russie et en Chine. C'est pas le problème de savoir quel est le régime politique que l'on préfère. Mais quand De Gaulle reconnaît la Chine en 1964, la vie en Chine n'est pas un doux chemin semé de pétales de rose. C'est le goulag de Mao. Mais De Gaulle pense que les marges de manœuvre de la France seront mieux défendues et qu'on n'a pas juste à obéir aux États-Unis. Mais du coup, est-ce que selon vous, on est pour autant tout seul, entre guillemets, où on doit se méfier aussi de nos alliés? Parce que dans votre ouvrage La géopolitique, je vous cite, vous évoquez qu'il n'y a pas de communauté internationale au sens précis du terme, qu'il y a bien un espace mondial commun à tous, mais pas de volonté politique de résoudre en commun les grands défis qui se posent à l'humanité. Bah oui, regardez, la dernière fois qu'on a vu la communauté internationale, c'était le 15 ou 16 décembre 2015 à Paris, quand Laurent Fabius a, avec son maillet, tapé en disant l'accord de Paris sur le climat est adopté. Et là, vous avez 195 pays, très différents, de par leur économie, de par leur mix énergétique, qui ont trouvé un accord. Donc là, on peut vraiment... Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des compromis en disant le danger du réchauffement climatique est plus important que nos divergences. Et qu'il faut qu'on trouve un accord où chacun fasse des concessions pour arriver à lutter contre le réchauffement climatique. Puis arriver Trump, puis arriver Bolsonaro, donc ça volait en éclats. Aujourd'hui, quand on parle de la communauté internationale, c'est pas pour dire bravo, c'est pour dire elle a échoué. Elle a échoué à ramener la paix en Syrie, elle a échoué à faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, elle a échoué sur plein de choses. C'est, je dis souvent comme forme de boutade, la communauté internationale, c'est comme le monstre du Loch Ness, tout le monde en a entendu parler, personne n'a jamais vu. Parce qu'on n'est pas dans le même monde pour les intérêts sont trop divergents. Mais ça ne veut pas dire que la France est seule. La France peut avoir des alliés. Et moi, je prône pour une alliance des multilatéralismes. On a des choses en commun avec de nombreux pays européens, peut-être pas sur les questions stratégiques avec la Pologne et les Pays-Baltes, qui sont
pour des raisons historiques compréhensibles, très anti-russes, mais on a plein de partenaires potentiels possibles. Il suffit de serrer un peu les choses. Donc le choix n'est pas entre être suiviste à l'égard d'une puissance locomotive ou d'être isolé. On peut très bien ne pas suivre aveuglément un pays qui est notre allié par ailleurs, mais avec lequel on veut avoir une fois encore allié, mais pas aligné. Et on peut très bien avoir aussi des contacts avec d'autres pays, même si ces pays ont des relations compliquées avec les États-Unis. Les États-Unis ne nous demandent pas notre avis pour avoir des relations avec tel ou tel, et on n'a pas à devoir demander l'avis de Washington pour savoir si on peut reprendre langue avec Moscou ou si on peut avoir une politique autonome en Asie. Mais du coup, est-ce que ça bloque pas justement sur énormément de points si finalement on doit suivre, pas on doit, mais on souhaite suivre certains de nos alliés qui en même temps rentrent en compétition de par leurs alliés à eux avec les nôtres? Oui, mais ça c'est la vie, je veux dire, c'est la vie internationale. Disons que pendant très longtemps, il y a un grand géopolitologue des temps passés, qui est mort depuis longtemps, Coluche, qui avait dit ce qui est compliqué dans les relations internationales, c'est qu'il y a plein d'étrangers. Oui, effectivement. Et donc, il faut faire avec les autres pays, parce qu'ils n'ont pas nécessairement notre avis. Très longtemps, la France a échoué parce qu'elle voyait dans l'Europe uniquement une France élargie. Le premier atlas qu'on a fait ensemble avec Védrine, c'est l'atlas du monde global. On a voulu faire le monde vu par. Pourquoi les Coréens ou les Anglais ne pensent pas comme nous ? La réponse, ça va être parce qu'ils sont moins intelligents ou moins vertueux. Non, parce qu'ils sont coréens et anglais, qu'ils n'ont pas le même ADN. Pourquoi les Russes, pourquoi Poutine est impopulaire en Europe et populaire chez nous ? Parce qu'il fait la politique des Russes. Et que la grande erreur qu'on a eue après la fin de la guerre froide, où par ailleurs on a trahi Gorbatchev en lui ayant promis de ne pas élargir l'OTAN après l'invasion allemande, et on s'est dépêché de faire l'inverse, c'est qu'on s'est dit les Russes vont devenir européens. Surprise, ils sont restés russes. Et donc, effectivement, si on veut se mettre d'accord avec eux, c'est pas sur des bases européennes, sur des bases d'un compromis entre l'Europe et la Russie. Et pareil avec la Chine, on peut le faire. Je veux dire, par exemple, pour prendre un autre bon exemple d'accord qui a été un bon succès, mais qui n'existe plus maintenant, ou pratiquement, l'accord sur le nucléaire iranien, qui empêchait deux choses catastrophiques, un Iran avec des armes nucléaires ou une guerre pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Là, on s'est mis tous d'accord. Les Russes, les Chinois, les Anglais, les Allemands, les Français, les États-Unis, les Iraniens, qui au début ne voulaient pas. Et puis le monde entier a soutenu, à part les Saoudiens et Israël, mais sinon le monde entier a soutenu cet accord. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il n'y a pas de solution possible. Mais on ne peut pas trouver une solution, et ça c'est un peu le défaut des États-Unis en général et de Trump en particulier. Ils pensent que le monde est unipolaire, que comme les États-Unis ont une primauté morale et par ailleurs la meilleure économie, les meilleurs missiles, etc., eh bien, les autres doivent suivre normalement, naturellement, la vie des États-Unis. Et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais effectivement, dans un monde qui est global et qui est complexe, vouloir imposer sa volonté aux autres est quelque chose qui peut réussir sur le court terme, mais qui, sur le long terme, nécessite provoque forcément des contre-réactions, et le rapport de force est favorable. Mais dès qu'il bouge, les gens changent et en profitent. Et on a assisté cet été à peut-être l'inaction européenne par rapport à la crise des pétroliers qu'il y a eu dans le détroit d'Ormuz. Le pétrolier britannique avait été arraisonné par les forces iraniennes. Comment est-ce que, selon vous, l'Europe, avec une nouvelle commissaire à sa tête, pourra se positionner sur ces sujets de défense? Est-ce qu'il y aura des changements par rapport à la Russie? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va changer quelque chose, en fait? Alors, l'Europe n'a pas été inactive, parce qu'en fait, on a maintenu la volonté d'avoir l'accord nucléaire iranien. Même les Britanniques, qui d'habitude ne s'opposent jamais aux États-Unis, et même Boris Johnson, qui disait que vraiment son modèle c'était Trump, même lui, pour l'instant, ils n'ont pas remis en cause, ils s'opposent sur cela. Et donc la voie diplomatique et les canaux de communication discrets ou ouverts que l'on a avec l'Iran ont quand même servi. Ceci étant, vous avez raison, l'Europe n'est pas un global player. L'Europe n'est pas un acteur global des relations internationales, c'est un global payer. Ça, c'est clair, parce qu'elle fournit à elle seule la moitié de l'aide publique au développement, mais elle n'est pas... Pourquoi ? Pour des raisons historiques. C'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas les moyens de se défendre nous-mêmes. On a remis les clés de la sécurité aux Américains, et que ça crée
une accoutumance et qu'il est très difficile de sortir de cette accoutumance. L'élite stratégique européenne est shootée à la dépendance stratégique aux États-Unis. Parce que les gens vont là-bas, ils sont habitués, ils connaissent les collègues des think tanks, ils reçoivent des crédits de là-bas, etc. L'autre sujet, c'est qu'on est divisé, on n'a pas la même... Quand vous êtes polonais, vous avez plus peur de la Russie que si vous êtes français. Et donc ça aussi, ça crée des différences. Donc pour l'instant, l'Europe n'a pas été en mesure de créer cette autonomie stratégique qu'elle appelle, et que De Gaulle puis Mitterrand ont appelé. Mais en même temps, bon, ça c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, mais qui est long à venir. Pour répondre plus précisément à la nouvelle commission, c'est donc la 3e depuis le traité de Lisbonne. Et je trouve qu'il y a à chaque fois un progrès. Madame Ashton était, disons, peu active. Madame Mogherini était beaucoup plus, notamment l'accord sur le nucléaire iranien. Elle a joué un rôle important pour de fluidifier les relations. Et je pense que M. Borrell, vu ses positions, etc., le sera plus, c'est que Mme der Leyen sera aussi plus active. Il y a une sorte de montée en puissance à chaque fois de la Commission, et que le casting là de l'exécutif, je ne parle pas de tous les commissaires, mais le casting des cadres de l'exécutif, etc., est un casting qui permet d'espérer une plus grande activité géopolitique. D'ailleurs, Ursula von der Leyen a parlé d'une commission géopolitique. D'habitude, on ne parle pas de ça. Donc, une fois encore, l'Europe ne va pas parler d'une seule voix. Il faut attendre. C'est vrai que c'est mieux d'avoir l'actuel gouvernement italien que d'avoir Salvini au pouvoir si on veut une Europe active et sur le plan. Il serait mieux que l'Espagne consolide son gouvernement, parce que quand c'est le PSOE, c'est plus actif ou Podemos que quand c'est, par exemple, le Parti populaire, qui est beaucoup plus atlantiste. Mais il y a une montée en puissance de cette nouvelle commission et grosso modo de l'Europe en général. Et que quelque part que Trump nous y oblige. Trump a déclaré que l'Union européenne, c'est un ennemi. Pourquoi? Parce que lui, il ne voit qu'une chose, le déficit commercial. La Corée n'a pas d'excédent commercial à l'égard des États-Unis, donc Kim Jong-un est quelqu'un de très bien avec lequel il y a des relations extrêmement amicales. La Chine a un excédent commercial de 400 milliards. Il n'était que de 300 quand Trump est arrivé au pouvoir. Donc quand même, sa politique n'est pas aussi successful qu'il ne le dit. Et l'Europe a un excédent de 170 milliards. Donc Trump considère que de ce fait, l'Europe est un ennemi. Et on ne va pas tendre la joue gauche. Il faut sortir de cette dépendance. Surtout qu'en plus, Trump exige plus de choses de nous, les Européens, que du temps de la guerre froide où on avait vraiment besoin de sa protection. Aujourd'hui, le budget militaire russe, c'est 60 milliards de dollars par an. Les pays européens de l'OTAN font à eux seuls 240 milliards. Donc, le fait que la Russie soit une menace militaire, c'est une plaisanterie de garçon de bain. C'est une arnaque. C'est une arnaque, mais si vous êtes à l'OTAN, vous n'avez pas envie de dire il n'y a pas de menace militaire russe. Parce qu'on dit, bon, ben, ok, donc on ferme boutique, chacun rentre chez soi, adieu vos salaires king size défiscalisés, et adieu. C'est un défi stratégique, ce n'est pas un défi militaire. Il n'y a pas de menace militaire russe. Donc il est pour le moins paradoxal qu'au moment où on n'a plus de menaces militaires, que sur les risques de terrorisme, on peut penser que la politique américaine, notamment la guerre d'Irak, n'a pas peu fait pour ne pas développer le terrorisme, on a moins besoin de suivre les Américains, et c'est à ce moment-là qu'ils exigent plus de nous, donc on doit savoir définir nos intérêts, qui parfois peuvent être convergents. Je ne suis pas anti-américain. Nos intérêts peuvent être convergents avec les États-Unis, mais ils peuvent aussi diverger. Et s'ils divergent, il faut qu'on soit autonome, et pas qu'on se dise « Ah, quel malheur, on a des intérêts divergents et on reste les muets du sérail ». Une fois encore, il ne s'agit pas d'être anti. Souvent, les Américains pensent que depuis De Gaulle et Mitterrand, le but normal d'un Français, dès qu'il enfile sa première chaussette, c'est de se dire « Comment je vais emmerder les États-Unis ?» Mais c'est faux. Et dans les moments les plus chauds de la guerre froide, crise de Cuba, mur de Berlin, affaire des euromissiles, la France a été le plus solide allié des Américains. Le plus solide allié parce que, justement, comme on n'était pas dans une situation de dépendance par rapport à eux, on pouvait être plus mobile. Alors, peut-être que vous allez m'en vouloir, mais j'ai cité vos ouvrages pendant 2 ans, donc je continue à en citer un autre. Vous citez dans les relations internationales de 1945 à nos jours, enfin, vous ne citez pas le dernier chapitre de votre livre,
s'intitule Un monde en recomposition. Est-ce que vous pensez que justement cette prise de distance de l'Europe par rapport aux États-Unis, donc qui a été cette proximité entre l'Europe et les États-Unis a été aussi au fondement finalement de la construction européenne au tout début. Est-ce que vous pensez que cette prise de distance avec les États-Unis, cette crainte de la Russie après la guerre froide, ça fait partie de ce monde en recomposition? Qu'est-ce que vous pensez aussi du reste du monde? Est-ce qu'il s'indépendantise ou... Alors, c'est sûr qu'il est en composition sous nos yeux et qu'il bouge chaque jour, mais qu'en même temps, il n'y a pas des révolutions stratégiques tous les 15 jours. Le monde bipolaire a pris fin. Il a pris fin, il a duré 45 ans à peu près, mais il y a quelque chose qui a pris fin et qui a duré, lui, 5 siècles, c'est la domination occidentale du monde. Pendant 5 siècles, les Occidentaux ont eu le monopole de la puissance. C'est terminé. Et c'est terminé, on pourrait dire presque de façon un peu, enfin, de 1492 à 1992, les Occidentaux ont dominé le monde. C'est terminé. Et du temps de la guerre froide, entre l'Est et l'Ouest, il n'y avait pas grand-chose. Parce que les autres étaient liés à l'un des deux camps et que, par ailleurs, le premier G7, les pays qui le composent font plus de la moitié du PIB mondial. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par ailleurs, le premier G7, à Fontainebleau, il est sécurisé par la brigade de gendarmerie de Fontainebleau. Donc on vivait vraiment, effectivement, dans un autre monde. C'était le gendarme de Fontainebleau qui sécurisait le G7. On n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Donc là, les deux évolutions majeures, c'est fin de la guerre froide que tout le monde a compris, enfin pas tous d'ailleurs, et fin du monopole occidental sur la puissance. Et ce monde en recomposition que vous évoquez, c'est quoi? C'est la différence entre la Chine d'il y a 30 ans et la Chine de maintenant. Quand De Gaulle reconnaît la Chine, ou même quand, dans les 70, la France a un PIB 3 à 4 fois supérieur à celui de la Chine. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'Afrique, la France pouvait être le gendarme de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que l'Afrique s'est autonomisée. La doctrine Monroe, elle est remise en cause. Et même Trump ne peut pas intervenir au Venezuela. Donc on voit bien que la tectonique des plaques a complètement bougé, et que l'éventuelle séparation, ou plus, je dirais plus prise de distance entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'une évolution mineure par rapport à ces évolutions que je préside. Mais là, je vois qu'Elizabeth Warren a les honneurs du monde et qu'elle... Bon. Mais imaginons qu'Elizabeth Warren est élue présidente des États-Unis, la relation Europe-États-Unis peut se reconstruire sur des bases radicalement différentes. Entre 1945 et 1949, les États-Unis étaient multilatéralistes. Ils ont accepté l'ONU, l'OTAN, le plan Marshall, c'est grâce à eux qu'on s'est reconstruit. Il y a eu des époques où il y a... Et même du temps de Nixon-Kissinger, il y avait ce qu'on appelle les malentendus transatlantiques. On n'était pas d'accord, mais on se mettait d'accord. C'était pas cette volonté brutale de dire « Ah, vous avez pris du dollar pour commercer avec le Soudan, 9 milliards d'amendes ». C'était pas le racket complet qui est fait, etc. Mais cette recomposition, c'est effectivement un raidissement américain face à la montée des autres. Et puis je crois que le défi le plus important, c'est la façon dont va se nouer la relation Chine-États-Unis. Parce que, historiquement, quand le pays dominant se fait rattraper, il ne le prend pas bien. Il ne le prend pas bien, et c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide, puisque Thucydide, en étudiant l'histoire de la guerre du Péloponnèse, avait dit que la guerre entre Sparte et Athènes était inéluctable à partir du moment où Sparte n'acceptait pas la montée en puissance d'Athènes. Du coup, Sparte a gagné la guerre, mais elle a perdu la prééminence. Et là, à savoir comment les États-Unis réagissent par rapport à la montée en puissance de la Chine. Est-ce qu'ils pensent pouvoir la contrôler? Est-ce qu'ils pensent pouvoir l'arrêter? Ou est-ce qu'ils vont se faire une raison? Et dans les cas de dépassement historique, il y a les deux. Quand l'Espagne double le Portugal, ça se passe bien parce que c'est à peu près la même civilisation. Autre exemple, l'Allemagne prend le dessus sur la Grande-Bretagne et la France en Europe, ça se passe bien parce que c'est la même civilisation. Lorsque les États-Unis prennent le dessus sur la Grande-Bretagne, pareil. Mais la Première Guerre mondiale est largement due au fait que la Grande-Bretagne n'accepte pas la montée en puissance de l'Allemagne. Et à l'époque, on disait, mais il n'y aura pas de guerre parce que le premier partenaire commercial de l'Angleterre est l'Allemagne, et inversement. Donc des pays qui commercent ensemble ne sont pas de guerre. Ce qui veut dire que quand on réfléchit sur le fait que les États-Unis et la Chine sont les premiers partenaires commerciaux l'un de l'autre, ce n'est pas une assurance sur le fait qu'il n'y ait pas de guerre. Sauf qu'avant 1914, il n'y avait pas la dissuasion nucléaire.
qui calme un peu les ardeurs des uns et des autres. Et il y a peut-être aussi, on apprend des fois de l'histoire. Et donc là, pour moi, l'évolution majeure, c'est comment va se nouer la relation Chine-États-Unis, parce que la question n'est pas de savoir si la Chine va doubler les États-Unis, la question est de savoir quand est-ce qu'elle va le faire. Et comment les Américains vont réagir, alors qu'ils sont structurellement habitués depuis 1945 à être à la première puissance mondiale incontestée, et qu'ils sont, dès l'origine, habités par la conviction qu'ils ont des valeurs supérieures. Mais est-ce que du coup, on aura toujours le même schéma d'une puissance qui laisse sa place à une autre puissance dominante? Est-ce que un jour on peut espérer, quand on voit l'Afrique aujourd'hui à quel point elle se développe, l'Amérique latine, qu'on ait un monde non pas sur un même pied d'égalité au niveau de la puissance, mais beaucoup plus égal, entre guillemets? On peut avoir un monde multipolaire, effectivement, mais en même temps, la diversité des acteurs, il n'y a aucun acteur en Amérique latine qui peut concurrencer la Chine de par sa taille démographique. Quand vous avez à la fois la taille démographique et la puissance économique, c'est difficile de rattraper derrière. Peut-être qu'à très long terme, l'Inde doublera la Chine. Mais peut-être aussi qu'on aura un usage différent de la puissance. Là, quand vous parlez aux Chinois, ils disent « nous, on n'est pas prosélytes ». L'amiral Hansei avait conquis l'Afrique, il avait 300 bateaux. Christophe Colomb est parti avec 3. Bon, les Chinois, ils en avaient 300 à la mer, qui étaient plus grands, plus longs, mais ils sont revenus d'Afrique. Ils n'ont pas voulu... Il dit on n'a jamais eu des colonies, etc. On n'est pas prosélyte. Alors que les Occidentaux sont prosélytes et conquérants. Bon, donc, mais en même temps, d'autres disent, d'une part, l'atavisme d'une puissance mondiale numéro 1, c'est de faire taire les autres derrière. Et quand on voit le comportement de la Chine, par exemple en mer de Chine, les voisins de Chinois ne disent pas et c'est sympa et tout se passe bien. Ils se disent, ils sont en train de militariser la Chine pour nous empêcher de passer. Tout ça n'est pas très sympathique à l'autre égard. Donc on ne peut pas savoir. Les Chinois pourraient très bien se dire, en fait, on a intérêt à ne pas trop militariser la mer de Chine parce que le fait de le faire vient justifier la poursuite ou l'accentuation de la présence militaire américaine dans le Pacifique, dont on veut se débarrasser. Et pour l'instant, ils ne font pas ça. Mais s'ils avaient le champ libre, justement, est-ce que si la Chine avait le champ libre, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle mènerait une politique plus expansionniste? Et est-ce que donc bien sûr qu'on ne peut pas parler de colonie, mais quand on voit les relations entre la Chine et l'Afrique ou la route de la soie que la Chine entreprend depuis une petite dizaine d'années, même si on n'a pas de colonie politique, est-ce que du moins économiquement on n'a pas une franche expansion, quoi? Alors, la différence quand même entre la Chine et les États-Unis, c'est qu'il n'y a aucun pays qui va appeler la Chine pour se protéger militairement d'une menace. Donc l'équivalent du pacte atlantique ne peut pas exister entre la Chine et les autres pays. Mais par contre, vous avez soulevé le lièvre, la pierre, vous avez retourné la pierre la plus importante, c'est les routes de la soie, qui est un programme structurant, fort. Et les Chinois, alors que les Américains eux disent « bon écoutez, on arrive, on vous propose une guerre », les Chinois arrivent et disent « on vous propose des ports, des routes, des voies ferrées ». Ils sont mieux reçus, effectivement, que quand on propose des guerres. Et en même temps, c'est un double avantage pour les Chinois. Ils permettent de faciliter leurs exportations, ils permettent de sécuriser leur approvisionnement, et ça fait de l'influence. Quand vous êtes présent à ce point, la Grèce vote maintenant avec la Chine parce que les Chinois ont le port du Pirée. Et alors certains s'en méfient en disant, on fait attention, quand Macron a reçu Xi Jinping, il l'a reçu bilatéralement, et ensuite avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker pour dire attention, etc. Et le message que nous, Français, on envoie aux Chinois maintenant, c'est les routes de la soie doivent être two-way street et pas one-way street. C'est pas, elles doivent être... et donc les Chinois, parce que les Chinois parlent toujours du multilatéralisme, mais il n'est pas certain qu'ils aient la même conception du multilatéralisme que les Européens, par exemple. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et c'est vrai que moi, je suis très frappé que il y a très longtemps, il y avait un ministère français de la coopération. C'était le ministère des colonies, quoi. Enfin, bon, il a été supprimé pour être absorbé par les affaires étrangères quand Hubert Védrine était ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, mais c'est pour les gens de ma génération, c'est symbolique. Où est l'ambassade de Chine à Paris, à l'ancien ministère de la coopération, qu'ils ont racheté? Ils étaient à l'Étroit, avenue Georges V. Ils ont racheté l'ancien ministère des colonies français. Ils sont très présents en Afrique et la ligne de voie ferrée, par exemple, Addis Abeba, Djibouti, qui était française, elle tombait en désuétude. C'est une nouvelle ligne chinoise maintenant. Donc ils sont. Mais en même temps, quand vous discutez avec Rémi Rioux, qui est le patron de l'AFD, donc le principal donneur d'ordre, et je vais faire un entretien avec lui pour les podcasts, il dit en même temps, des fois, c'est bien de coopérer avec les Chinois parce que on n'est pas en surplus d'infrastructures.
Et que si les pays africains ont plus d'infrastructures, ça peut être aussi bien pour la France. Bon, le tout, c'est de ne pas être naïf. De ne pas être naïf avec les Chinois, de ne pas être naïf avec les Américains, avec les Russes. Moi, j'aime bien la formule de l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Sigmar, qui disait « Les Européens sont souvent trop naïfs ». Il disait « Les Européens sont des végétariens dans un monde de carnivores. Bientôt, ils vont devenir véganes. On va finir comme des proies. » Donc il faut, alors c'est pas un choix de régime alimentaire, chacun est libre de manger ou non de la viande et d'être vegan, mais grosso modo, il ne faut pas faire preuve de naïveté par rapport aux autres qui ont des politiques de puissance. Et en Europe, le terme de puissance a été connoté de façon négative, du fait que ça nous a entraînés dans des guerres pendant très longtemps. C'est la recherche de la puissance qui a entraîné 2 guerres mondiales dont nous sommes, nous, Européens, responsables. Donc on peut comprendre qu'on ait un peu envie de jouer comme il y a... Enfin, bon, mais une fois... On ne va pas jouer les alcooliques anonymes tout le temps par rapport à la puissance. Il faut aussi, parce que l'absence de puissance peut être coûteuse, peut être aussi une absence de souveraineté et de liberté de choix. On va vous poser une dernière question avant de passer à la session de questions-réponses. Vous êtes spécialiste de la géopolitique du sport. Alors, comme on ne l'a pas évoqué jusque-là, peut-être que la dernière question, ça va être l'occasion. On voulait savoir si la victoire de la Coupe du Monde de football pour la France a été un outil de soft power pour la France. C'est peut-être aussi l'occasion de définir la notion de soft power pour tous ceux qui n'ont pas fait de géopolitique avant. Et qu'est-ce qu'il en sera de la Coupe du Monde de rugby? On s'attend par exemple à une humiliation. Est-ce que ce sera le même principe? Alors, le soft power, c'est donc, enfin je pense que vous connaissez tous, c'est la puissance douce. Donc grosso modo, c'est l'image. Le hard power, c'est le pouvoir de contraindre l'armée, l'économie. T'es pas d'accord avec moi, je te tords le bras et tu tombes à genoux. Le soft power, c'est l'influence, le pouvoir de convaincre, le prestige. Moi, j'ai eu 2 périodes. Je ne suis pas spécialiste d'une zone, je suis généraliste, donc je vais un peu sur les 5 continents au hasard des pérégrinations, des invitations. J'ai eu 2 périodes où à peine j'arrivais, j'étais considéré uniquement parce que j'étais français comme un héros, alors que je n'avais même pas ouvert la parole. Je ne dis pas si ça avait changé une fois que je l'avais ouvert, mais en tous les cas, avant d'avoir même pris la parole, j'étais célébré. C'est après 98, après la victoire de la France dans la Coupe du Monde, et après 2003, le refus de la guerre d'Irak. Le simple fait d'être français vous paraît de tous les avantages. La victoire en 2018, qui était quand même une très bonne nouvelle, a eu peut-être moins d'impact parce que c'est toujours différent la première fois, mais effectivement a renforcé le prestige de la France. Pourquoi? Parce que l'image qui colle de façon négative à la France, c'est un pays arrogant qui ne finit pas le boulot, qui veut voyager en première avec un billet de seconde. Ben, quand vous tapez tous les autres, et qu'en plus vous le faites avec une équipe sympa, aussi bien d'ailleurs en 98 qu'en 2018, avec des gens qui ne sont pas style les Allemands en 82, quoi. Enfin bon bref, des gens plutôt sympas, etc. Et ben forcément ça rejaillit et ça vous donne un prestige. Et quand vous, pour les ambassadeurs, organisez une soirée où vous faites la finale de la Coupe du Monde, après en parlant, de quoi on parle-t-on le premier quand on va quelque part? Très souvent des résultats de foot. Hein. Parce que ça crée une proximité. L'avantage du foot, c'est qu'il y a en France 65 millions de spécialistes. Et autant de sélectionneurs. Mais bon, vous n'allez pas dire ah ben moi j'ai mon idée, tout le monde ne va pas dire je sais comment régler le problème de la dette. Par contre, savoir qui doit jouer, tout le monde le sait, quoi. Et bon. Donc en fait, c'est un truc où il n'y a pas de hiérarchie entre les gens. Entre le chômeur et le patron de L'Oréal, chacun a le droit légitime d'avoir son avis. Donc c'est un circuit très facile de communication et de parler. Et donc effectivement, quand vous avez la 2e étoile, etc., et que vous avez triomphé après un long parcours, et qu'il y a des milliards de personnes qui l'ont vu, et que ça reste, et effectivement, bah, ça crée... regardez la folie que suscitent les joueurs de l'équipe de France dès qu'ils débarquent quelque part. Alors on va faire circuler des micros dans la salle. Si vous avez des questions, levez la main et ne vous limitez pas. Bonsoir. Donc ce soir nous recevions Pascal Boniface, géopolitologue. Alors justement j'aimerais savoir
quelle est la spécificité de cette discipline, la géopolitique, par rapport à des disciplines voisines comme l'histoire ou bien les relations internationales? Moi, j'ai commencé par faire des études de droit. Après, je suis passé en sciences politiques, et puis ensuite, j'ai élargi. La géopolitique, c'est pas une discipline universitaire. Il n'y a pas, il faut avoir quelques cours, mais il n'y a pas de discipline universitaire comme il n'y a pas de section universitaire comme il y a droit public, droit privé, sciences politiques, économie, etc. Et en fait, la géopolitique, c'est un peu un mélange de tout ça. Si vous voulez comprendre la géopolitique, c'est un peu, je ferai une comparaison avec l'urbanisme. L'urbanisme, ce n'est pas une section universitaire, mais vous avez besoin de différents savoirs. Si vous voulez comprendre des phénomènes géopolitiques, vous devez faire un peu d'histoire, un peu d'économie, un peu de sciences politiques, un peu de droit, même s'il est bafoué, mais il existe quand même, de sociologie intérieure, des rapports de force. C'est un peu l'ensemble de ces matières qui vous permettent de comprendre quelque chose. Si vous voulez comprendre l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, il faut faire un peu de sociologie, mais un peu d'histoire aussi, un peu de relations internationales, un peu de droit, un peu de tout ça. Il n'y a aucun événement géopolitique que vous comprenez avec un seul facteur. Alors après, vous pouvez avoir une discipline que vous maîtrisez mieux que l'autre. Mon adjointe est économiste, moi je suis plutôt politiste, donc on n'a pas la même vision des événements géopolitiques, mais on fait tous les deux de la géopolitique. Donc c'est un peu la conjonction, la géopolitique c'est l'étude des rapports de force entre deux entités. Au départ, c'était tabou. Pourquoi? Parce que, à partir de penseurs allemands au XIXe siècle, Hitler notamment sur la notion d'espace vital, les nazis avaient instrumentalisé la géopolitique au profit de leur thèse en parlant de l'espace vital comme un corps vivant et que forcément l'Allemagne devait s'étendre et au détriment des autres, mais c'était naturel. Ensuite, beaucoup de généraux latino-américains ont fait de la géopolitique dans les années 60-70 et ils n'ont pas laissé toujours un très bon souvenir. Bon. Donc pendant très longtemps, la géopolitique était un peu tabou. Mais c'est idiot, c'est que Hitler a pu instrumentaliser la géopolitique, c'est pas pour autant que la géopolitique devait devenir tabou. Sinon, on ne prend plus les autoroutes, puisque Hitler les a créées. Donc personne ne dit, moi je ne prends pas l'autoroute, c'est Hitler qui les a créées les premiers. Quoi. Bon, donc pourquoi faire ça avec la géopolitique? Ou la médecine, etc. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un petit peu l'excès inverse, c'est qu'on met parfois la géopolitique à toutes les sauces. Alors je veux dire, moi le premier quand j'en parle pour le football, mais je peux prouver que ça a quand même du sens, etc. Donc quand il y a 20 ans, j'ai voulu, chez deux éditeurs, dire je veux faire un bouquin football et relations internationales, ils m'ont ri au nez. Ils m'ont ri au nez en disant, mais bon, écoute, tu fais soit un bouquin sur le foot, grosso modo les vignettes Panini, soit tu fais un bouquin sur le national, mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Bon, aujourd'hui, plus personne ne dirait ça. Parce que je pense que la globalisation et le fait que les différentes parties du monde, les différents secteurs du monde soient de plus en plus unis et interactifs, fait qu'il n'est pas illogique de parler de géopolitique du football. Et que c'est quelque chose qui existe. Donc, l'étude des rapports de force entre les différents acteurs internationaux, sachant que les acteurs internationaux ne sont plus que les États, et qu'ils sont divers, multiformes, multiples et extrêmement nombreux. Oui, du coup, merci déjà d'être venu ce soir. J'avais une question, moi, concernant Hong Kong. Au vu des événements des derniers mois, même plutôt presque des dernières années, je voulais savoir quelle était votre analyse sur ce qui se passe en ce moment à Hong Kong et quelles étaient vos prospectives, si vous en avez, et qu'est-ce que vous pensez sur le court terme, dans les mois à venir, et sur le plus long terme. Alors les gens de Hong Kong sont donc à part de la Chine. Pendant très longtemps, c'était le poumon économique. Quand Hong Kong est rattaché à la Chine, c'est 20% du PIB chinois. Aujourd'hui, c'est 3%. Mais ça reste important parce que c'est l'ouverture. Donc normalement, Hong Kong doit être rattaché à la Chine en 97, en 47, puisque c'était prévu pour 50 ans. Et c'est sur la base d'un pays, deux systèmes. On a fait ça pour Hong Kong, c'était en fait ce que Deng Xiaoping voulait comme modèle pour Taïwan. Et donc ce qu'on a fait pour Hong Kong, c'était pour amadouer Taïwan, ce qui aujourd'hui a un résultat effectivement inverse. Les Hongkongais, en même temps, ils n'ont jamais voté. Parce que quand les Britanniques dominaient Hong Kong, il n'y avait pas d'élection libre à Hong Kong. Mais les Hongkongais étaient plus libres qu'en Chine. Aujourd'hui, la peur des gens de Hong Kong, c'est d'être absorbés et qu'ils perdent leur liberté. La peur des Chinois, c'est qu'il y ait une contagion de Hong Kong sur les autres villes. C'est pas tout à fait, je pense, possible parce que les Chinois de Chine sont contents du système. Ils sont contents parce que ça marche.
parce que le consommateur l'emporte, que le citoyen n'est pas très libre, mais c'est quand même mieux du temps de Mao, et que chaque génération, même chaque année, la situation s'améliore. Les gens de Chine continentale pensent qu'ils vont gagner des choses, les gens de Hong Kong ont peur de perdre quelque chose, qui est leur liberté d'aller venir. Je crois que l'autorité de Hong Kong a fait une erreur majeure en voulant faire passer cette loi, et que maintenant le diable est sorti de la boîte. Et quand le diable est sorti de la boîte, on ne peut pas le faire rentrer. D'ailleurs, la preuve, c'est que la loi a été abandonnée, mais que les gens protestent quand même. Ils protestent quand même parce qu'en même temps, quand vous êtes 7 millions et que votre PIB par habitant est plus important que celui qui veut vous absorber, vous n'avez pas envie. En fait, Hong Kong devrait faire comme Singapour. Être indépendant, lié aux autres, mais Singapour a réussi parce qu'il s'est séparé de la Malaisie. Et donc là, il y a dans les autorités de Hong Kong le fait de vouloir, ceux qui sont en place veulent maintenir le lien avec la Chine parce qu'ils sont faits pour ça, mais pour la jeunesse, un Hong Kong indépendant serait préférable. Mais ils savent très bien que s'ils demandent un Hong Kong indépendant, ils risquent quand même d'avoir des difficultés. Je ne pense pas qu'un nouveau Tiananmen puisse être possible, parce qu'on est 30 ans plus tard, et que la Chine est beaucoup plus interreliée au reste du monde. Mais la demande d'un Hong Kong indépendant serait là certainement quelque chose qui nous ferait rentrer dans une période de chaos et d'incertitude majeure. Si les manifestants sont intelligents, ils peuvent en profiter pour obtenir le maximum de garanties et de liberté, et ensuite de rentrer dans le rang. Mais là, entre ne plus manifester ou demander l'indépendance, je pense que ça, c'est une ligne rouge qui ne peut pas être franchie pour Pékin. Alors, bonsoir, monsieur Boniface. C'est un réel plaisir de vous avoir ici aujourd'hui, après avoir lu vos livres pendant 3 années de classe préparatoire. Oui, 3. Certaines personnes le font en 3. Donc j'aurais 2 questions. Plus pendant 2 ans. Pourquoi pas une 4e année, hein. Alors, je voulais vous demander, alors j'ai 2 questions à vous poser, 2 questions de géopolitique, de géopolitique. La première, c'est une question d'intégration régionale, en fait. Il y a un paradoxe quand on regarde aujourd'hui les pays arabes et les pays du Moyen-Orient. Ce sont des pays qui, contrairement à beaucoup d'autres ensembles régionaux dans le monde, comme par exemple l'UE, qui a un véritable succès d'intégration régionale, partagent la même langue, la même culture, la même religion, etc., qui ont tous les facteurs de l'intégration régionale, qui pourtant, paradoxalement, n'arrivent pas à franchir le pas. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est une question bien de démographie. On le sait, la géopolitique, c'est avant tout des hommes. Et aujourd'hui, on est face à 2 conceptions. La conception de Jean Bodin, il n'est de richesse que d'hommes, que vous connaissez, et la conception malthusienne. Et aujourd'hui, en Afrique, on assiste à une croissance démographique exponentielle, une véritable bombe démographique en approche. Et je voudrais savoir quelle perspective vous avez pour cette situation d'avenir. Merci. Oui, vous avez raison. On avait dit, rappelez-vous, certains avaient dit au printemps, lors du début des printemps arabes, il y aura une vague, tout le monde est submergé. En fait, il y a 21 cas nationaux différents dans le monde arabe. Effectivement, malgré votre remarque qui est très pertinente, malgré l'unité de langue, de religion et, disons, culturelle, l'unité arabe est le slogan de chacun, mais quand on voit l'état de leurs relations, il n'y a pas de frontière franchissable entre le Maroc et l'Algérie. Les Saoudiens font un blocus sur le Qatar. Les Syriens détestent les Irakiens. Enfin, c'est une suite de divisions qui est due à la géopolitique, tout simplement, la fragmentation et l'unité du monde arabe. C'est un mythe qui est effectivement empêché par cette division qui a été aussi instrumentalisée par les puissances extérieures, bien sûr. Pour votre deuxième question, en fait, les deux sont vrais. La démographie, ça peut être une arme ou un drame. Là, les pays africains disent on va être 2 milliards en 2050, on sera les plus importants. Je crois que c'est plutôt un gros problème pour eux. Parce que quand vous n'êtes pas capable de nourrir et d'éduquer la population, vous avez des problèmes. Si je prends un pays comme le Niger, qui avait 3 millions d'habitants à l'indépendance, 20 aujourd'hui et 40 dans 20 ans, la surface culturelle n'a pas augmenté. Et le nombre d'emplois, bon. Et donc, si vous avez, dans ces cas-là, quelqu'un qui passe, donc c'est sous-emploi, etc., pas possible de se marier parce qu'il n'y a pas de boulot de maison. Si dans ces cas-là, vous avez quelqu'un qui passe sur un 4x4 avec un AK-47 et qui vous promet $50 par mois, vous le suivez. Donc, s'il n'y a pas de transition démographique en Afrique de l'Ouest, il y aura des drames en Afrique de l'Ouest. Et pour l'instant, l'Afrique de l'Ouest n'a pas entraîné sa transition démographique parce qu'il y a la croyance culturelle du monde agricole que autant d'enfants sont autant de bras pour retourner la terre.
Et c'est aussi des bouches à nourrir, des cerveaux à éduquer. Et là, c'est problématique. Et à chaque fois que je vais, par exemple, au Mali, au Sénégal, ils disent oui, mais regardez, il faut être nombreux pour peser. Regardez la Chine. Je dis oui, mais la Chine pèse justement parce qu'ils sont riches, pas parce qu'ils sont nombreux. Et ils sont riches parce qu'ils ont fait de façon drastique une transition démographique. Et donc le grand danger pour l'Afrique, notamment sahélienne et de l'Ouest, et le problème c'est que c'est la partie de l'Afrique qui est le plus liée à la France, c'est pour l'instant qu'elle n'a pas réussi ni même entamé sa transition démographique. Bonjour Monsieur Boniface, ma question porte sur Israël, donc un sujet hautement polémique mais que vous n'avez pas hésité à aborder par le passé. Donc il y a 2 jours, un des principaux titres de la presse conservatrice en Israël accusait le Premier ministre Benjamin Netanyahou de menacer l'état de droit israélien et d'être prêt à mettre le pays à feu plutôt que de se résigner à quitter le pouvoir. Donc je voulais vous demander ce que vous en pensiez et quel avenir selon vous pour la situation politique en Israël. Alors là, c'est une longue question, mais grosso modo, il y a 2 camps qui se disputent, plutôt entre les laïcs et les religieux, aujourd'hui, et entre ceux qui veulent faire prévaloir la justice et qui accusent effectivement Netanyahou de tout faire pour échapper à la justice. Donc c'est un peu ce clivage. Le clivage, aujourd'hui, en Israël, il n'est plus entre les partisans de la paix et les partisans de la manière forte. Parce que même les laïcs sont partisans de la manière forte. Même le parti blanc et bleu ne veut pas de paix avec les Palestiniens et que quand on voit que Avigdor Lieberman fait partie des laïcs, on se dit que le terme de laïc n'a pas la même connotation partout et que bon. Et donc effectivement, il y a un glissement à droite très fort de la société israélienne. Quelqu'un que vous connaissez peut-être comme Charles Anderlin dit qu'il y a 20 ans, il était au milieu de l'échiquier politique israélien. Il a été militaire dans Tsahal, il a fait des périodes de réserve. Aujourd'hui, il est à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Et lui, il n'a pas changé. C'est l'échiquier politique israélien qui, par la poursuite de la guerre, par la reprise de l'intifada, par les attaques du Hamas, par l'instrumentalisation, par un tas de raisons, le Hamas a aussi pas mal contribué à faire disparaître le camp de la paix dans les attentats entre 1993 et 2001. Mais aujourd'hui, le camp de la paix en Israël a disparu. Et les quelques organisations que moi, personnellement, j'estime courageuses, comme B'Tselem et Breaking the Silence, qui sont considérées comme contraires à la patrie par Netanyahou, sont formidables, mais très minoritaires. Il n'y a plus de camp de la paix en Israël. Et donc là, il n'y a pas, en fait... alors donc, il y a effectivement le parti blanc et bleu sera peut-être plus attentif au respect du droit, au fait que Netanyahou soit réellement jugé. Et Netanyahou juge son va-tout parce qu'il sait que s'il n'est plus au gouvernement, il sera jugé plus rapidement et que s'il est jugé, il finira comme Ehud Olmert en prison. Bonjour Monsieur Boniface. Quand vous avez fait votre présentation, vous avez parlé des pays africains justement et de la relation que la France entretenait avec des pays africains. Il y a certains penseurs français, dont Michel Onfray, qui disent qu'aujourd'hui les problèmes de la civilisation occidentale sont largement liés de façon géopolitique aux politiques qui ont été menées justement dans ces pays. Quand on prend l'exemple de Sarkozy qui est parti bombarder, qui a décidé du bombardement de la Libye, c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui il y a une vague migratoire très très forte en Europe et que la Libye est devenue une véritable passoire. Donc est-ce que vous accréditez ou en passoire, une prison surtout, enfin. Mais oui. Oui. Est-ce que vous pensez que les problèmes que connaissent l'Occident aujourd'hui sont le fait justement de, je ne vais pas dire cette volonté de puissance, mais cette forme de prosélytisme et d'implication dans d'autres pays, dans d'autres affaires qui finalement auraient pu être évitées, tout simplement? Mais effectivement, c'est que les interventions militaires, aussi bien en Irak en 2003 qu'en Libye en 2011, ont été des catastrophes, y compris pour nos intérêts comme occidentaux. En 2003, c'est assez simple. L'État islamique, c'est quand même la conséquence de la guerre d'Irak de 2003. Ça a élargi, ça a développé le terrorisme. L'intervention en Libye, elle était légale au départ. Mais on a changé de mandat en cours de route, en passant de la responsabilité de protéger au changement de régime. Ce qui fait que les Russes ont dit, vous les avez eu une fois, vous ne les aurez pas 2 fois. Et si le blocage en Syrie... Donc l'intervention en Libye a cassé la Libye, déstabilisé le Mali, eu des conséquences sur la Tunisie, parce que la Libye était le poumon économique de la Tunisie, développer le terrorisme et le djihadisme, et effectivement développer les flux migratoires. C'était une erreur. Et surtout que ça a empêché
ça a tué le concept de responsabilité protégée qui était une façon d'éviter entre l'inaction et l'ingérence, qui était une trouvaille de Kofi Annan extrêmement forte. Et aujourd'hui, les Syriens payent les conséquences à la fois de la guerre d'Irak de 2003 et de celle de Libye en 2011, parce qu'on peut critiquer le blocage russe aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Effectivement, il y a des crimes de guerre qui sont commis par Bachar el-Assad, mais Lavrov a dit en ces termes à Fabius, par rapport au blocage qu'il avait aussi en Syrie, vous nous avez baisé en Libye, vous ne nous baiserez pas en Syrie. Et donc, il y a toutes ces conséquences. Ces interventions militaires ont été des catastrophes, au premier chef, bien sûr, pour les pays qu'ils ont subis, mais aussi pour nous, par la suite, parce qu'on a la rançon de politiques qui étaient des politiques de courte vue, où on ne réfléchissait pas au jour d'après. Ça ne veut pas dire que toute intervention militaire est négative. Celle au Mali, par exemple, elle a réussi. Non pas que le Mali soit stabilisé, mais les choses auraient été pires si cette intervention n'avait pas eu lieu. La différence, c'est qu'on l'a fait en coordination avec le pays sur place, à sa demande et pas contre lui, avec un vrai feu vert légal, le soutien de la communauté internationale et le soutien non seulement des populations, mais aussi des pays avoisinants. Et c'est ce qui fait la différence. Bonjour. En fait, dans votre approche du multilatéralisme et dans l'émergence de puissances concurrentes des États-Unis, il y a quand même quelque chose qui peut déranger, c'est finalement la dévalorisation plus ou moins, à l'inverse, la valorisation de la réelle politique, et donc l'oubli de ce qu'on appelle en général les valeurs, la philosophie, les démocraties, enfin bref, tout ce qui caractérise, tout ce qui était là une caractéristique de l'Occident. Et qui finalement petit à petit, au nom de cette émergence de la Chine qui a son modèle, de la Russie qui aurait son modèle, devient finalement on met un peu tout ça de côté. Parce que vous ne pensez pas que finalement c'est vous et à l'inverse taper très fortement sur les États-Unis, malgré tous leurs défauts, est-ce que c'est pas finalement oublier des choses assez fondamentales qu'on est prêt très facilement à sacrifier sur l'autel de la réelle politique? Bon, écoutez, je vais répondre en 3 points à votre question. La première, c'est que sur les valeurs, elles sont quand même du côté occidental à géométrie variable. Une fois encore, pendant la guerre froide, on a accepté le système d'apartheid qui ne me paraît pas l'aboutissement, l'Indonésie, etc. Aujourd'hui, quel est le meilleur allié des États-Unis? L'Arabie Saoudite, qui en termes de valeurs n'est bon. Et donc en fait, quand on fait la morale aux autres, faut mieux avoir, quand on veut monter aux arbres, il faut mieux avoir les culottes propres. Et ce qui est insupportable aujourd'hui dans les pays non occidentaux, c'est la capacité des Occidentaux à leur faire la morale, alors qu'eux-mêmes n'ont pas un comportement exemplaire. Quand vous faites Guantanamo, vous ne pouvez pas plaider pour les droits de l'homme. Et par exemple, Mahboubani, qui est un auteur singapourien, qui a écrit un livre sur la fin de l'Occident, dit « Mais arrêtez les Occidentaux à nous bassiner avec les droits de l'homme, parce que vous faites Guantanamo. » Et donc, nous, peuple asiatique, on en a suffisamment assez d'entendre vos leçons de morale, alors que vous ne les appliquez pas à vous-même. Premier point. Pardon ? Les partis républicains sont très utiles dans cette histoire, parce que ce sont les lignes dures. J'ai pas entendu, pardon. Le parti républicain, au final, ce sont eux qui font ces politiques-là. Donc, au final, c'est eux qui servent de caution, finalement, à la justification de l'évaluation chez vous. Pas seulement. Je veux dire, Clinton aussi fait des interventions militaires au Kosovo. Enfin, le double standard, il n'est pas seulement ça. Deuxième point, ça ne veut pas... Enfin, il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréal politique. C'est partir de non-réalité. Si on veut changer les choses, il faut d'abord les reconnaître. Et donc vous pouvez dire que la Chine, c'est pas bien, mais c'est pas en ne parlant pas avec la Chine que vous allez la changer. Et donc je crois que, moi je ne suis pas totalement indifférent aux droits de l'homme, mais je pense que si on veut vraiment travailler sur les droits de l'homme, c'est plus par le contact, les développements. Si on prend les exemples historiques de la guerre froide, pendant très longtemps, les Allemands disaient « il ne faut pas parler aux Allemands de l'Est, ça va empêcher la réunification ». Et puis Egon Bahr et Willy Brandt sont arrivés en disant « on va développer les contacts avec les Allemands de l'Est ». Et puis les Allemands de l'Est ont dit « oula, finalement, on est quand même mieux en Allemagne de l'Ouest qu'en Allemagne de l'Est ». Et il y a eu l'Ostpolitik, les accords d'Helsinki et la réunification. Si on avait maintenu pas de contact avec l'Allemagne de l'Est, peut-être que la réunification aurait eu lieu un jour, mais bien plus tardivement. Il faut pas... Le problème n'est pas entre la réelle politique, les affaires commerciales et bon. Par exemple,
Je crois que l'attitude que l'on a aujourd'hui avec l'Arabie saoudite sur ce qui se passe au Yémen n'est pas normale. On devrait être plus exigeant avec l'Arabie saoudite. Bon. Mais une fois qu'on a... Donc il faut développer ces valeurs-là. Mais une fois encore, comme maintenant les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance, les autres pays ne sont pas prêts à accepter des leçons de morale de la part des Occidentaux, surtout qu'une fois encore, les Occidentaux n'ont pas toujours un comportement exemplaire. Si on veut pouvoir donner des leçons, il faut peut-être amender notre comportement et être plus conforme. Moi, je suis persuadé que ce qu'on reproche aux Occidentaux dans le reste du monde, dans le monde occidental, ce ne sont pas nos valeurs, comme le disent les occidentalistes. On ne reproche pas nos valeurs, on nous reproche de ne pas les appliquer. Tout le monde aspire à la démocratie. Mais quand vous dites, voilà, au nom de la démocratie, vous arrivez avec les bombardiers, c'est moins crédible. Donc c'est pour ça. Alors, moi je tape sur les États-Unis, mais une fois encore, je dis que je l'ai dit tout à l'heure, je préfère vivre aux États-Unis qu'en Chine ou en Russie. Il y a plus de liberté aux États-Unis, même si le nombre de prisonniers par habitant est plus important aux États-Unis qu'en Chine et en Russie réunis. Mais il ne faut pas avoir une idée ni cynique du monde, en disant qu'on ne peut rien faire, que c'est comme ça, qu'on n'y peut rien et que faisons du commerce, ni non plus irénique en pensant qu'on est vraiment meilleur que les autres parce qu'on a aussi des leçons à recevoir des autres civilisations. On va encore prendre 3 questions, s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Vous avez évoqué ce soir la recomposition du monde et notamment l'entrée dans un monde multipolaire. Mais on a aussi évoqué quelque chose qui pour l'instant ne vacille pas, c'est la suprématie du dollar, et notamment l'extraterritorialité de son droit. Et que pensez-vous de l'avenir du dollar face à la montée de valeurs comme le yuan et l'influence que cela peut avoir sur le plan géopolitique? L'an dernier, au forum de Valdai, qui est la grande raout géostratégique russe, Poutine a appelé la dédollarisation de l'économie internationale. Et la Russie, aujourd'hui, n'a presque plus de réserve de change en dollars. Mais la Russie, ça compte pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de réserve de change tout court. Le danger pour Trump, c'est qu'à force de donner des amendes aux autres pays, les pays réfléchissent à payer autrement qu'en dollars. Pourquoi Air France achète des Airbus en dollars? C'est pas logique. Et donc la réflexion, moi, à laquelle je pousse, et y compris certains opérateurs économiques, c'est de dire pourquoi vous achetez vos achats extérieurs en dollars. Et certains n'ont pas, je suis en contact de 2-3 opérateurs économiques importants qui n'ont pas d'intérêt direct aux États-Unis, mais acheter en euros. Et l'euro a été créé pour cela. Les Chinois réfléchissent aussi à cela. Et effectivement, si les Américains ont, et ça inquiète certains milieux économiques américains, le comportement impérial des Américains, eh bien, de 2 choses l'une. Soit Trump réussit son pari, et tout le monde rentre dans le rang. Parce que tout le monde a peur des sanctions américaines, et on se dit, bon voilà, on n'a pas les capacités, il faut raison garder, on n'a pas les moyens de lutter contre la force américaine, qui en fait, même si c'est plus la guerre froide, est plus forte du fait de la dollarisation de l'économie et de la plus grande interaction entre les différents acteurs. Et donc, ils sont les premiers, on n'a qu'à obéir. Soit, au contraire, ils sapent les bases de sa puissance, parce que les gens vont de plus en plus commercer, ou chercher à commercer, avec d'autres monnaies qu'avec le dollar. Bonsoir monsieur. Pardon. Vous avez parlé d'autonomie stratégique, de gaulo-mitterrandisme et de dissuasion nucléaire. Et ma question c'est, est-ce que... il y a aucun... En tout cas en France, il n'y a aucun parti aujourd'hui qui serait prêt à renoncer à la dissuasion nucléaire. Et ma question c'est, est-ce qu'on est bien lucide sur cette question-là? Est-ce que c'est pas une passion même un peu française d'indépendance? Est-ce que c'est pas un truc du XXe siècle? Et puis, puisque vous avez parlé d'autonomie stratégique européenne, est-ce que ça pourrait être, puisqu'à Bruxelles on parle maintenant plus de plus-value européenne, qu'est-ce que ça pourrait être la plus-value européenne sur ces questions-là de défense? Il y a des partis qui demandent la fin de l'arme nucléaire, notamment les Verts. Les Verts demandent l'abolition de l'arme nucléaire et la renonciation unilatérale par la France de l'arme nucléaire. Bon, alors c'est sûr que la prolifération est dangereuse, que l'un des grands dangers, c'est que les accords de désarmement russo-américains qui existaient vont être remis en cause et que la course aux armements va être relancée. Je ne pense pas que les 150 ou 200 armes nucléaires françaises menacent l'équilibre du monde. Et si on devait y renoncer, ce à quoi la France est engagée en signant le traité de non-prolifération, c'est pas de façon unilatérale.
Je pense que si on peut être d'accord sur un objectif lointain de dénucléarisation, il faut le faire en échange de la dénucléarisation des autres pays. Mais ça serait une erreur pour la France de renoncer unilatéralement à quelque chose que les autres gardent, parce que c'est quand même un avantage comparatif. Et le surplus, la plus-value européenne, non, c'est le fait, je ne sais pas exactement ce que vous avez la plus-value, mais la souveraineté européenne, c'est de dire, eh bien, on décide seul avec qui. C'est quoi l'indépendance? C'est l'inverse de la dépendance. Donc de dire que si on veut faire une opération quelconque de souveraineté, on n'a pas besoin, on peut s'allier, mais on n'est pas obligé de le faire. Et si on peut le faire, tant mieux. Et effectivement, ce n'est pas la même chose d'avoir, si par exemple Elizabeth Warren est élue présidente, la relation, une fois encore, qu'on aura avec les États-Unis sera de nature très différente. Même s'il y a des malentendus, la relation avec les États-Unis d'Obama est différente que la relation avec les États-Unis de Trump. Dernière question. Et juste avant la dernière question, il y aura un buffet après la conférence pour chacun et chacune d'entre vous qui sera ouvert par Monsieur Boniface lui-même. Donc, je ne vais pas tout manger non plus, je vais pas... Bonjour, moi j'avais une question pour revenir sur ce que vous avez dit sur le lien entre géopolitique et sport. Vous avez parlé notamment du football comme une sorte d'universel dont on peut parler avec tout le monde, sur lequel tout le monde a un avis. Il me semble qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la Coupe du Monde, c'est surtout le cas de la pratique masculine du football. Par exemple, il y a plus d'engouement autour de la Coupe du Monde masculine de football que celle féminine. Est-ce que vous pensez que la pratique féminine de sport a vocation à devenir un universel pareil, ou est-ce qu'elle restera toujours en deçà dans la conscience collective? Alors, je vous conseille, dans mon dernier livre sur le Planète Foot, j'ai un chapitre en disant que la femme est l'avenir du football. C'est en paraphrasant Aragon. Et on a bien vu que la Coupe du Monde féminine, qui a eu lieu en France, et on a fait un rapport à l'IRIS qui est téléchargeable sur notre site avec Carole Gomez, sur justement le foot se conjugue au féminin. En fait, il y a deux continents qui sont à explorer pour le foot, c'est la Chine et les femmes. C'est les vecteurs de croissance pour le football. Ce qui est, pour prolonger la réflexion, pendant très longtemps, et on cite des exemples, parce qu'on disait... voilà, mais c'est réel, je veux dire. Il y a des gens qui disaient avant, non mais il ne peut pas y avoir de femme gardien de but parce qu'elle rebondirait, vu les formes, etc. Enfin, il y avait, et puis bien sûr, qui va faire la vaisselle, enfin bon, il y avait tous les obstacles de préjugés. Ce qui est pendant très longtemps, le football notamment, qui était un sport machiste, aujourd'hui le sport qui a été machiste, Coubertin ne voulait pas des femmes au JO, etc., le sport devient un instrument de libération de la femme. Et dans tous les pays, regardez cette malheureuse Iranienne qui s'est immolée, mais elle pensait que le sport pouvait lui servir, et donc elle a contesté le régime par le sport. Un peu partout, il y a des gens qui disent moi je fais du sport en tant que femme, et je m'autonomise en pratiquant le sport, parce que je choisis mon activité, et je le fais de façon autonome. Donc c'est quelque chose... Aujourd'hui, alors que pendant très longtemps, c'était compliqué, tous les témoignages, si une fille voulait jouer au football, après 12 ans, c'était presque impossible. Aujourd'hui... une petite fille qui veut faire du football se demande pas si elle va faire du football. Elle se demande où est-ce qu'elle va en faire. Alors bien sûr, il y a encore des inégalités. Les footballeurs hommes sont plus payés que les footballeurs femmes parce qu'il y a plus d'argent, etc. Mais l'écart, enfin le niveau, même y compris financier, monte. Il y a maintenant un footballeur, enfin des footballeuses professionnelles femmes, ce qui était inimaginable il y a 10 ans ou 15 ans. Donc l'écart reste abyssal. Mais le progrès du foot féminin partout dans le monde, y compris dans les pays très machistes comme l'Argentine, où les femmes revendiquent le droit de jouer au football et elles s'affirment là-dessus par rapport aux machos qui pensaient que seuls les hommes pouvaient le pratiquer. Et on voit bien d'ailleurs dans la composition des stades. Les stades ne sont plus quasi exclusivement masculins comme il y a quelque temps. Merci, Monsieur Boniface, pour cette conférence.